Bienvenue dans le débat. Il est consacré au budget 2025 présenté en Conseil des ministres ce soir par Michel Barnier. C'est le premier vrai défi à relever pour le Premier ministre. Un chef de gouvernement sans majorité face au déficit public et à la dette. Michel Barnier doit trouver 60 milliards d'euros l'année prochaine, soit 2 points de PIB. Il prévoit près de 40 milliards d'euros d'économies, 20 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Des orientations donc difficiles avec la contrainte d'une Assemblée nationale très morcelée. Alors quels sont les choix du Premier ministre? Quel peut être l'impact économique? Comment l'Assemblée nationale va-t-elle accueillir ce budget? Le gouvernement va-t-il tenir? Budget Barnier, quel effort pour qui? Pour les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Benjamin Corrier avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, cofondateur des économistes atterrés, auteur de Le bien commun, le climat et le marché. Et c'est au lien qui libère. Bienvenue dans le débat. Philippe Trainard est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et membre du Cercle des économistes, professeur émérite au CNAM. Bienvenue également. Pascal Richer est avec nous ce soir, journaliste au Nouvel Obs, Nouvel Observateur maintenant. Hein. Non, Merci. Nouvel Obs. Un Nouvel Obs, oui, c'est Nouvel Obs. C'est compliqué. C'était le Nouvel Observateur, c'est devenu l'Obs et c'est le Nouvel Obs. Voilà. Nouvel Obs. Sorte de mix des deux. Merci d'être là, Pascal. En face de vous, Virginie Leguet, bonsoir. Éditorialiste politique. Merci également de participer au débat. Avant justement cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images avec Noémie Roche. 60 milliards d'euros sur un an. C'est l'effort colossal que s'apprête à demander le gouvernement pour redresser les finances publiques. Objectif, ramener à 5% le déficit public en 2025, puis à 3% d'ici 2029 pour répondre aux exigences de Bruxelles. Un budget qualifié de difficile, sérieux et responsable selon le Premier ministre. Il y aura un effort général à faire pour mieux gérer la puissance publique, l'action, l'efficacité de la puissance publique. C'est une demande générale dans tout le pays. Il faut qu'on gère mieux l'action publique et l'argent public, parce que c'est l'argent de tous les contribuables. Des contribuables qui devront mettre la main à la poche. Sur les 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards proviendraient de hausses d'impôts. Les taxes sur l'électricité pourraient être augmentées. Côté fiscalité, 65 000 foyers aisés seraient imposés à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires. Quelques 300 grandes entreprises seraient aussi mises à contribution pendant 1 ou 2 ans. Mais la plus grosse partie des économies proviendrait de réduction des dépenses publiques. 40 milliards de coupes budgétaires sont envisagées. Un effort énorme qui s'ajoute aux 10 milliards d'économies décidées par le gouvernement précédent. Parmi les économies, 15 milliards concerneraient la sécurité sociale à elle seule. 5 milliards seront demandés aux collectivités locales et aux hôpitaux. Autre victime collatérale, les retraités, dont la revalorisation des pensions sera repoussée de 6 mois, mais aussi le climat. Le fonds vert destiné à accélérer la transition écologique devrait être amputé d'1,5 milliard d'euros. Un budget néfaste pour les Français, selon la gauche. Faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB. 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010. Exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Un budget scruté de près aussi par le camp macroniste, critique des hausses d'impôts envisagées, et par le Rassemblement national qui accuse le gouvernement de poursuivre la politique menée jusqu'ici. Menacé de censure, Michel Barnier n'écarte pas de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter le budget à la fin de l'année. Alors avant d'interroger nos économistes, on va d'abord parler politique. Pascal Richer, on peut dire que c'est quand même le vrai défi, le vrai premier défi pour le Premier ministre, ce fameux budget. On dit même d'ailleurs que le gouvernement Barnier, c'est d'abord un gouvernement pour un budget. Oui, enfin on peut le dire de beaucoup de gouvernements, mais c'est vrai que le défi est énorme. Il arrive avec une situation extrêmement dégradée. Le groupe qui le soutient à l'Assemblée est celui qui lui a laissé la situation extrêmement dégradée. D'où certaines tensions qu'on a pu observer. Avec Gabriel Attal, notamment. Oui, qui est une situation quand même assez ubuesque. C'est-à-dire que le principal groupe qui soutient le gouvernement est dans une espèce de cohabitation avec le gouvernement hostile, quoi. Enfin, c'est un petit peu sidérant, je trouve. Voilà, donc il a essayé de faire quelque chose d'équilibré. Évidemment, vous verrez que dans les éléments de langage qui vont être répétés dans les jours qui viennent,
On va vous dire que ce n'est pas de l'austérité, ce n'est pas un coup de rabot, ce n'est pas du matraquage fiscal, etc. Bon, en fait, c'est de l'austérité. Est-ce que c'est, comme le disait Bompard, à la hauteur de la Grèce? Je ne crois pas. Même si, effectivement, il y a quand même un risque, parce que ce plan est assez costaud quand même, puisqu'on parle de 60 milliards, ce qui est du jamais vu depuis très longtemps en France. Hein, un effort comme ça de 2 points de PIB sur une année seule. Et donc, il y a quand même le risque que ça casse la croissance qui est assez faible, qui est de 1%, 1,1% pour l'année prochaine. D'un point de vue politique, toujours, Virginie Leguet. Oui, un budget risqué pour lui. Extrêmement délicat, peut-être le plus délicat de la Ve République, avec un Premier ministre qui, je le rappelle, est arrivé le 5 septembre. Il y a eu 3 semaines pour ficeler à marche forcée un budget dont il n'avait pas toutes les données quand il a été nommé à Matignon. Je rappelle que les prévisions au départ ont été de 20 milliards de pertes, puis 30 milliards, puis 40 000. Aujourd'hui, on en est à 60 milliards. Mais un budget qui, en plus, va arriver en examen dans une assemblée où il n'y a pas de majorité et où ceux qui, effectivement, doivent soutenir le Premier ministre le soutiennent comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement paradoxale où ceux-là même qui ont été battus dans les élections, que ce soit les élections européennes ou les élections législatives, veulent empêcher quelqu'un qui veut faire différemment d'eux de réussir. Donc, les choses sont apparemment assez mal engagées. Toutefois, je pense que ce budget sera adopté peut-être au 49.3 et que s'il y a motion de censure, elle ne sera pas votée. Je veux dire, elle ne sera pas votée à la majorité. Elle sera à la majorité absolue. Hein, exactement. C'est ce qui est nécessaire. Benjamin Corria, allez, vous, est-ce qu'il est efficace, sérieux, responsable, ce budget? Voilà comment il a été qualifié par Michel Barnier. Non, mais il est dans son rôle de présenter le budget. D'abord, c'est la Grèce ou pas? Parce qu'on se posait, c'est pas vraiment la Grèce. Non, je ne crois pas que ce soit la Grèce. Non, je veux dire, c'est pas ce niveau d'austérité. Non, c'est pas ce niveau d'austérité. C'est sûr qu'il y a une menace qui pèse sur la manière dont il va être exécuté, mais surtout sur la croissance qui va en résulter, d'une certaine manière, bien qu'elle résulte de bien d'autres facteurs. Mais bon, c'est pas la Grèce. Ça, c'est absolument clair. Bien. Alors, sur ce budget, moi, je voudrais quand même saluer une chose, qui est la fin du tabou fiscal. Je veux dire, pendant 7 ans, Emmanuel Macron nous a entretenus dans un tabou absolu, dans un mantra absolu, que le seul salut possible ne pouvait venir que d'une diminution des impôts, etc. Bien. Ceci a fait complètement faillite, puisque quelquefois je m'amuse et je me dis... C'est un échec finalement, c'est Macron économique. Mais bien sûr. Dans un journal qui le soutient en permanence depuis le début, on a un édito sur l'échec des macroéconomiques. Bon, je veux dire, si un gouvernement de gauche avait une performance comparable, c'est-à-dire 6% de déficit public, 1000 milliards de dettes en plus, le déficit extérieur, je ne sais pas ce qu'on dirait. Franchement, je ne sais pas ce qu'on dirait. Bon, alors, on va discuter du budget plus en détail, mais moi, je reconnais à Michel Barnier d'essayer quelque chose en réintroduisant un début de pensée sur la fiscalité. Voilà. Après, tout le reste est à discuter. Philippe Trainard, efficace, responsable, sérieux. Sérieux sûrement, c'est un budget de compromis. Il ne peut avoir de place que pour un budget de compromis aujourd'hui, par définition. Ce qui rend bien sûr très difficile l'opinion de l'économiste, qui va toujours utiliser des éléments plutôt de l'analyse économique et chercher une cohérence économique dans quelque chose qui est un compromis, bien évidemment, où la cohérence n'est pas toujours présente. Mais pas de cohérence forcément. Oui, mais par rapport à ce qui a été dit, je crois que justement la rupture du tabou fiscal est un drame et va avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, car justement le respect de ce tabou nous a permis quand même d'obtenir 2 choses qui étaient parfaitement appréciables. La première, c'est un niveau faible du taux de chômage, en tous les cas pour la France, qui était habituée par les gouvernements précédents à un chômage plutôt florissant, n'est-ce pas? Et deuxièmement, à une contribution de l'investissement à la croissance du PIB beaucoup plus forte que pendant les 30 à 40 années précédentes. Donc vous pensez, comme le patron du MEDEF, qui justement avait donné une interview aujourd'hui
aux Échos, Patrick Martin, qui dit « Baisser les allègements de charges », par exemple, ça c'est ce qui va se passer du côté des entreprises, détruira des milliers d'emplois. Alors, je pense que baisser des allègements de charges rapidement n'est certainement pas la bonne mesure. Revoir les allègements de charges pour revenir à la philosophie initiale qui était celle du gouvernement Balladur quand il le met en place en 1993, je crois que c'est une chose absolument nécessaire. Le deuxième élément qui me paraît fondamentalement risqué, c'est la baisse de l'IS. Je ne crois pas que politiquement... L'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. Je ne crois pas que politiquement Barnier puisse faire différemment, mais c'est lui... Car nous savons, tous les modèles macroéconomiques nous le disent, n'est-ce pas? Si j'augmente l'IS, j'ai deux effets. J'ai un ralentissement du PIB et je n'arrive pas à maîtriser la dette publique. Mais alors où on trouve les 60 milliards? On doit les trouver ailleurs et c'est plutôt du côté des dépenses. Alors du côté des dépenses, alors c'est vrai, ça c'est un vrai problème politique, pour revenir justement à Pascal Richet, à ces dépenses. C'est que, on a déjà vu que le ministre de la Justice trouvait que le budget de la justice n'était pas suffisant. On va écouter d'ailleurs ce qu'en dit Villeroy de Galhau, le président de la Banque de France, sur justement ces baisses des dépenses. François Villeroy de Galhau. Priorité aux économies de dépenses. Là, je crois qu'il faut que tous ceux qui les souhaitent, il y en a beaucoup, soient cohérents. Parce que chacun a tendance à avoir des idées d'économie chez les autres et à les refuser chez lui. Et là, il faut que nous arrêtions et que chacun arrête de jouer au chamboule-tout, si vous me permettez l'expression, avec toutes les pistes d'économie qui sont sur la table. Parce que si ça continue, à la fin, nous ferons zéro économie et nous continuerons cette spirale infernale de la dette. Donc ils vont les trouver, les 40 milliards, Pascal Richet? Parce que c'est quand même ça le problème. Là, on parle de la Sécu, la sécurité sociale, beaucoup, 15 milliards à peu près, sur les économies. On parle d'économies. Ouais, alors... Après, ils demandent à tous les ministères de faire un effort, mais à quelle hauteur, on ne sait pas encore très bien. 5 milliards, je crois. 5 milliards, donc on n'y est pas. Enfin, c'est l'addition. Non, mais c'est très difficile aujourd'hui de baisser les dépenses. Parce que qu'est-ce que c'est les dépenses? C'est des dépenses d'éducation. Et on voit bien qu'on a besoin d'éducation en France et de recherche. C'est l'hôpital, c'est la police. Enfin, les grands postes de dépenses, si vous voulez, déjà, c'est un petit peu difficile de les baisser. Alors, ce qui est facile, c'est de taper dans la redistribution sociale. Là, effectivement, c'est facile, ça va vite. Donc ça, c'est la Sécu, la sécurité alors, sociale. c'est par exemple la sécurité sociale. C'est ce qu'ils font sur les retraites. Là, ils ont repoussé de 6 mois l'augmentation des retraites au détriment de beaucoup de gens et parfois des gens qui sont proches du minimum retraite. Faut pas. C'est quand même ça, c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais on voit bien que c'est difficile. Alors, les gens très raisonnables, comme le gouverneur de la Banque de France ou comme M. Pisani-Ferry, disent écoutez, non, maintenant il faut augmenter les impôts, surtout que dans notre société, il y a des entreprises qui ont fait des énormes profits, il y a des gens qui sont énormément enrichis, et ces gens-là, ils ne payent pas leur part d'impôt. Et c'est vrai que si vous allez, par exemple, en haut de la pyramide des contribuables, eh bien, les ultra-riches ne payent pas leur part d'impôt par rapport aux autres. Alors attention au ras-le-bol fiscal, ça on s'en souvient, Virginie Le Gall, c'était au moment du gouvernement Valls, on était arrivé à ce ras-le-bol fiscal et il me semblait que c'était à peu près 60 milliards aussi dont on parlait globalement. Oui, mais là, excusez-moi, mais là, on a baissé de 60 milliards les recettes fiscales depuis le début. On n'a pas cessé de les baisser, on n'a fait que ça. Là, si vous voulez, on a baissé de 60 milliards les recettes fiscales depuis 2017. Et maintenant, on cherche 60 milliards pour combler le trou. Il y a un côté vertigineux. On n'a pas cessé de baisser l'imposition sur les hauts revenus, d'une part, avec la flat tax, etc., et sur les entreprises, d'autre part. Pour un résultat macroéconomique catastrophique. Parce que catastrophique. Le 7,4... C'est catastrophique. Mais bien sûr, c'est catastrophique. 6% de je répète, 6% de déficit public, 1000 milliards supplémentaires d'impôts. Quant aux 7,4 de chômage sur lesquels vous vous perchez, si je peux dire, c'est la 4e plus mauvaise performance en Europe. Ça veut dire que ça a reculé le chômage partout en Europe, sauf en France. On vient dans les 4 plus mauvais sur 27. Donc il faut cesser d'exhiber ça comme une performance. Ça fait partie de l'échec. Ça fait partie. Quant à l'idée, attendez, je voudrais quand même finir, non, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réagir. Quant à l'idée que tous les modèles macroéconomiques expliquent que quand on touche à un impôt sur les sociétés, ça se traduit pas. Mais rien du tout, rien du tout. Les meilleures performances de l'histoire du capitalisme, c'est l'époque où il y avait de l'impôt sur les sociétés et sur les revenus beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la situation a changé, mais les modèles économiques, je veux dire, leur capacité
capacité à prédire, par exemple, un déficit de 6%, il est nul. Hein. L'hypothèse des prévisions, c'était 4,4. Donc, manifestement, discutons, mais en dehors de la pseudo-autorité du modèle. Oui. Les modèles ont fait faillite, au moins autant que l'économie d'aujourd'hui. Philippe Trainard. Les modèles n'ont absolument pas fait faillite. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, tous les modèles du FMI, de l'OCDE, n'est-ce pas, de l'État d'ailleurs, de métriques, qui ne sont pas idéologiquement particulièrement biaisés, montrent et aboutissent toujours aux mêmes conclusions. Deuxièmement, comme je l'ai dit, l'investissement a très bien réagi à la flat tax. Il a très bien réagi à la flat tax. Et deuxièmement, effectivement, le chômage, la France n'est pas très bonne en chômage. Non, elle a toujours été la plus mauvaise, l'une des plus mauvaises de l'OCDE. Elle n'est pas devenue soudainement bonne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a amélioré et nous avons eu, pendant ces derniers temps, n'est-ce pas, le meilleur taux de chômage que nous n'avions plus eu depuis le début des années 80. Depuis le début des années 80. Ce qui veut dire qu'on a bien, en changeant le cap de la politique économique, on a bien obtenu le résultat que l'on recherchait. Ah oui, on va chercher 1000 milliards de dettes en plus. Je ne vais pas départager ces messieurs, mais je retiens quand même 2 chiffres qui me semblent alarmants. Enfin, on peut le raconter comme on veut, mais un déficit qui frôle les 7% et une dette qui pourrait frôler les 115%, pardonnez-moi, ça me paraît pas possible, ça me paraît pas être qualifié d'un bon résultat. Et j'ajouterais qu'à ces 2 résultats, on va opposer quoi finalement ? Tout le monde va passer à la caisse. On dit, oui, ça va être les riches. Mais non, pas du tout. Le doublement de la taxe d'électricité, ce n'est pas les riches. C'est tous ceux qui consomment de l'électricité. C'est-à-dire que c'est tout le monde. La baisse du forfait journalier de la sécurité sociale, c'est tout le monde. La baisse de la prise en charge de la consultation médicale, c'est tout le monde. En fait, c'est tout le monde qui va passer, j'allais dire, à la caisse. Tout le monde. Et alors que, me semble-t-il, depuis 7 ans, c'est plutôt les gens aisés et les grosses sociétés qui ont été les choyés du système. Emmanuel Macron ayant visiblement à cœur de les satisfaire et de satisfaire plutôt eux en priorité. Donc il y a là une injustice qui, moi, me saute aux yeux. Philippe Trainard, peut-être une petite précision sur la question des dépenses. En fait, l'une des tentations du gouvernement, on le voit bien, c'est que dans l'accroissement des dépenses, en fait, on met, dans la baisse des dépenses, on met des dépenses fiscales. Et très probablement, telles que vont les choses, allègement des charges sur les bas salaires, comment dirais-je, taxes électriques, remontée de la taxe électrique, etc. Doublement de la taxe électrique. Doublement. Bon, c'est aussi un retour en partie à la normale. N'oubliez pas, nous sommes à 21 mégawattheures, 20 euros par mégawattheure. On va remonter à 32 et peut-être aller au-delà. Ça, je n'ai pas le budget. Mais très clairement, on est pour le moment sur un chemin. Quand je fais mes calculs dans ma petite tête de ce qu'on annonce, c'est que sur les 40 milliards, il y a en fait 20 milliards qui sont de la hausse de fiscalité. Oui, sauf que 20 milliards. Les baisses de dépenses sont pérennes, alors que les hausses d'impôts sont exceptionnelles. Elles ne sont jamais exceptionnelles. Elles ne sont jamais exceptionnelles. Est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Elles sont annoncées, que ce soit sur les 0,3% les plus riches ou sur les grandes entreprises, comme exceptionnelles. Et juste pour cette année. Le problème, c'est que l'année prochaine, à mon avis, le budget va être encore plus difficile à faire que celui-là. Mais vous savez très bien que tout ce qui avait été annoncé comme exceptionnel est devenu définitif en matière fiscale. Il n'y a jamais eu d'exceptionnel qui est resté exceptionnel. La question qu'on se pose tout de même, il faut le rappeler, Benjamin Correa, c'est quel est le risque aujourd'hui de cette dérive des finances publiques? Ce sont les spreads, ces fameux taux différentiels de taux entre la France et l'Allemagne qui augmentent. Ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent. C'est ça le vrai risque. Parce que certains disent finalement la dette, le déficit, ce n'est pas si important que ça. On a l'impression que Emmanuel Macron ne faisait pas non plus un vrai sujet que celui de la dette. Mais en fait, la dette, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Je suis de ceux qui considèrent que c'est un problème. Alors, je ne suis pas de ceux qui considèrent que c'est alarmant, etc. Jusqu'à présent, la France réussit à s'endetter dans des proportions extrêmement élevées en Europe, avec des spreads et avec des taux d'intérêt qui sont encore contrôlés. Mais ils ont beaucoup augmenté. Voilà, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Ça veut dire que la capacité de la France à lever des impôts, parce que à la fin, les emprunteurs, ils regardent votre capacité à payer. Donc la capacité à lever des impôts et la capacité à lever ces impôts, pas seulement de manière réglementaire, si je peux dire, mais liée à une activité économique qui permet des recettes suffisantes, est un élément clé. Donc,
je veux dire, de ce point de vue, on ne peut plus se permettre tellement de fantaisie. Ça veut dire que sur les 2 ou 3 années qui viennent, il faut indiquer clairement qu'on est sur une bonne voie. Sinon, je pense que, oui, ça peut devenir un problème sérieux. Les Européens. Alors, autre question pour vous, Philippe Trainard, justement. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une telle dérive? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne l'a absolument pas vu venir, qu'il y a eu le Covid, on sait qu'il y a eu le fameux quoi qu'il en coûte, et la France, finalement, n'est pas vraiment, c'est pas retirée de ce quoi qu'il en coûte, contrairement à ses partenaires européens. C'est ça qui s'est passé, et ensuite, il y a eu une baisse de l'inflation. On fait, je pense que Emmanuel Macron a eu tort de ne pas écouter Valérie Pécresse lors de la campagne électorale, parce que c'était tout le thème de Valérie Pécresse. Il faut reprendre maintenant en main les finances publiques. Attention, nous sommes sur une dérive. Donc ça veut dire que des mesures n'étaient pas financées, c'est voilà, ça que ça veut dire? C'était pas financé. Donc ce qu'on a vu, c'est au fond, malgré les baisses d'impôts, n'oublions pas que le taux des prélèvements obligatoires a continué à être sur une pente ascendante en France, n'est-ce pas? Mais beaucoup moins que les dépenses. Nous sommes quand même le premier pays en termes de dépenses publiques. Plus de 55% du PIB, c'est des dépenses publiques et sociales. Et ça a continué à dériver et on les a commencé à les réduire, mais très très peu. Rien à voir avec l'Allemagne, voyez-vous. Mais c'est pas parce que l'Allemagne réduit ses dépenses publiques qu'il y a un problème en Allemagne ou en Italie. D'ailleurs, l'Italie qui va très bien, ce n'est pas la réduction des dépenses. Pardon ? Très endettée, l'Italie. Elle est très endettée, elle doit réduire la dépense. Et la réduit avec des conséquences économiques favorables à ce point. Non, mais 2 choses. Dans le cas de l'Allemagne, c'est rapide, 2 points rapides. Oui. Dans le cas de l'Allemagne, bien sûr, ils ont réussi à contenir leurs dépenses, mais au prix d'un non-investissement dans les infrastructures qui sont en train de payer maintenant lourdement avec des taux de croissance annoncés pour les prochaines années qui sont très inquiétants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le quoi qu'il en coûte, la dépense publique, etc., je regardais encore des chiffres. Ce qui est caractéristique de la France par rapport au Covid, etc., c'est que nous avons fait les dépenses les moins ciblées. Nous avons dépensé à tour de bras, y compris en venant au secours de gens qui n'en avaient absolument pas besoin, et c'est ça qui a beaucoup creusé le déficit COVID, public. Donc. Oui, notamment pendant le Covid. Notamment pendant le Covid. Alors. Voilà. Il y a des graphiques qui sont tout à fait clairs sur le pourcentage et la quantité d'argent dédié à des aides ciblées versus à des aides générales. La France est championne du monde des aides générales. Oui, mais alors à l'époque, parce qu'à Richet, tout le monde trouvait ça très bien. Tout le monde trouvait ça très bien de venir au secours, mais on pouvait le faire de manière ciblée. C'est ça le problème. Voilà, il y avait un problème dans le détail. Préparer la sortie du quoi qu'il en coûte plus rapidement. Et l'autre volet, qui n'a pas été mentionné, mais c'est quand même la poursuite de la baisse des recettes fiscales, qui est quand même une des explications de ce trou qui se retrouve sur le bureau de M. Barnier. Est-ce que ça veut dire Pas vraiment, parce que ce sont les dépenses quand même, c'est la croissance des dépenses. S'il n'y avait pas eu croissance des dépenses, tout était bien bouclé. S'il n'y avait pas eu 60 milliards de réduction des recettes fiscales, ça a permis grosso modo de stabiliser les prélèvements obligatoires. Ça n'a pas réduit, on n'a pas vu chuter les prélèvements obligatoires. La France est encore, après le Danemark, elle tourne entre première ou deuxième avec le Danemark pour les prélèvements obligatoires et pour les recettes publiques. Mais est-ce que ça veut dire que finalement cette politique de l'offre n'a quand même pas eu les résultats escomptés en 7 ans? Non, je pense qu'elle a d'être un partisan. Elle a eu les résultats. Moi, je le vois sur l'investissement, si vous voulez. La baisse de la fiscalité sur le capital a permis véritablement de redresser notre investissement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire on n'est qu'en début de chemin, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup d'années derrière nous. On a quand même 40 ans de surtaxation du capital, où il y a eu très peu d'investissement, très peu de contribution de l'investissement au PIB. Tout l'investissement, c'était le commerce extérieur, Bon, là, on peut dire que c'est terminé, parce que le capital va être taxé aussi, a priori. Ah, ça, c'est le risque. C'est pour ça que le caractère temporaire est nécessaire, et c'est pour ça que ma grande crainte, c'est qu'il ne soit pas temporaire. Pour refaire un peu d'histoire, parce qu'il faut raconter ça aux téléspectateurs, il y a eu combien de budgets à l'équilibre en France? Un seul, il me semble, depuis... Non, depuis 1980, je crois, zéro. Même avant. Zéro depuis 1980. Même Donc en fait, c'est quoi? C'est un des rares pays. C'est le pays qui a fait le moins de redressement,
le moins de redressement depuis le début des années 80, la comparaison de l'OCDE, le moins de politique de redressement et de reprise en main de ses finances publiques. C'est pour ça qu'on se trouve... quand même. Oui. On aurait pu faire mieux, absolument. On aurait pu faire mieux. C'est pas grave qu'il y ait un déficit. C'est pas grave, sauf que ça fait du stop and go. Ce qui est grave, c'est horrible, un déficit. Mais non, c'est pas horrible du tout. Non, mais cela dit, Pascal Richer, ça fait qu'on se retrouve avec des plans de rigueur, comme il y en a eu un avec Raymond Barre, avec Mauroy, Juppé, Fillon, Valls, tout ça, c'est du plan d'austérité, après justement un moment de dérapage. On retrouve cette histoire économique en France, c'est quand même surprenant. Un stop and go, comme on disait autrefois. Effectivement, c'est pas une bonne gestion, mais il y en a eu, comme vous dites, il y en a eu que 4 finalement. Et 83, 4 depuis les années 83, 95, 2011. J'ai bonne mémoire sur les dates là. Et aujourd'hui. Donc, et Valls. Oui, Valls c'était un peu moins costaud. Non, mais enfin, pardon. Juste pour revenir à la dette. La dette, vous pouvez avoir un déficit et une dette par rapport au PIB qui recule, c'est arrivé pendant les 2 années d'inflation qu'on a connues. Parce que l'inflation grignote la dette. Donc, la dette, elle peut disparaître avec de l'inflation. D'ailleurs, historiquement, toutes les dettes de tous les pays ont disparu généralement avec de l'inflation. Oui. Donc, il ne faut pas trop être alarmiste non plus. En même temps, les Allemands sont totalement traumatisés par l'inflation et on sait pourquoi. L'inflation des années 20. C'est pas souhaitable d'ailleurs. On a réagi à l'inflation. Je ne parle pas d'hyperinflation comme dans les années 20 en Allemagne. Mais... Non, je voulais simplement souligner quelque chose. On parle du budget 2025 comme si ça allait être une exception. Mais c'est le début d'une longue série de budgets de redressement, puisque la trajectoire annoncée court jusqu'en... Et vous acquiescez. Et voilà, donc il faut quand même se rendre compte de ce qui va se passer. C'est-à-dire que 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 vont être des budgets de grandes économies et de grands redressements. Mais donc ça veut dire... J'en termine. C'est cette année où Emmanuel Macron a décidé effectivement que l'interdiction était totale d'augmenter les impôts et qu'au contraire même, il fallait les baisser. D'ailleurs, il a supprimé la taxe d'habitation, ce que personne ne lui demandait. C'est cette année-là ont évité toute mesure de redressement. Et on en arrive aujourd'hui à une longue série de budgets qui vont être que des budgets de grosses économies, de grosses réductions de dépenses, à un moment où les Français se disent « mais moi, je ne vois pas où va l'argent. Quand je vais à l'hôpital, je ne comprends pas où va l'argent qu'on me dit qu'il va quand je vais à l'école, mon enfant va à l'école, quand je vais dans la rue, je ne vois pas de policiers. » Donc, je ne sais pas comment on va arriver à régler cette contradiction très profonde. Et ce que je vois, moi, c'est qu'on est engagé dans une longue trajectoire extrêmement difficile. Donc, on ne parle pas que du budget 2025. On parle du premier budget qui va être le premier de un certain nombre de budgets donc ça veut dire aussi sévères. Quel impact sur la croissance? Là, il parle de 0,1 point de PIB. Vous avez tout à fait raison. Merci. Et on en est à 1% de croissance en France. Quel sera l'impact sur la croissance? Le point où on est, c'est que 7 ans de politique de l'offre débouchent sur 4 ans de tentatives de rétablissement du budget. Alors vous me dites, l'investissement, c'est redressé. Et alors, ça nous amène à quoi? L'investissement, normalement, ça crée de la croissance. Mais ça n'a rien créé du tout, justement, parce que ce pourquoi était faite la politique de l'offre, c'est-à-dire permettre la réduction des déficits, permettre la croissance, permettre l'emploi, a totalement échoué. Je répète, on a la 4e plus mauvaise performance. Bien. Alors, c'est ça ce qui est embêtant, c'est ce que vous dites, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Oui. On a cassé le tabou qui est que il faut toucher à rien, que tout dépend des entreprises et qu'il suffit de baisser la fiscalité des entreprises pour que ça soit la merveille. C'est ce qu'on a fait pendant 7 ans et on est dans l'impasse. Donc, le seul élément, j'ai envie de dire, un tout petit peu positif, c'est qu'on peut recommencer à penser. Enfin, c'est pas populaire d'augmenter les impôts. C'est la fin du there is no alternative. Si vous trouvez que réimposer l'ensemble des contribuables... Je me désole autant que vous de la situation dans laquelle on est. Mais je dis qu'au moins, ça ouvre la possibilité de faire autre chose que le tunnel catastrophique dans lequel on a été mis dans les 7 années qui viennent de s'écouler. Non, je ne vois pas où est le tunnel catastrophique, parce que si je regarde la fiscalité du travail, si je regarde la fiscalité du capital, que je la compare à ce qui se passe à l'étranger, la France est entre première et 4e par le niveau. C'est le plus élevé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compétitive. Malgré les baisses d'impôts qui ont été faites, nous n'avions réussi que de gagner quelques places. Donc, il faut au contraire
forcée, n'est-ce pas? Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement dans la suite vers la baisse d'impôts en contrôlant les dépenses. Car dans tous les domaines, nous avons plus de dépenses publiques. Nous venons de parler de l'enseignement, par exemple. Eh bien, la France est le pays qui dépense le plus dans l'enseignement. Et non seulement le plus en masse, mais le plus par élève. Donc il y a un problème quelque part, c'est que c'est mal dépensé. Donc on peut à la fois réduire la dépense et mieux l'orienter. C'est les deux. Ça veut dire plus d'efficacité dans la dépense. Plus d'efficacité dans la dépense, c'est absolument fondamental. Mais oui, mais parce qu'on ne met pas en œuvre. Oui, mais par exemple, regardez les hôpitaux. Comment se fait-il que les services de restauration des hôpitaux, que la blanchisserie des hôpitaux coûtent pas plus cher que le petit resto d'en face ou que la blanchisserie d'en face, mais beaucoup plus cher. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devrait être plus efficace de par les économies d'échelle. Pardonnez-moi, on en parle, Philippe Trénard, depuis des années, cette rationalisation des dépenses publiques. Mais ce n'est pas fait. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que c'est pas fait. Parce que justement, en 2022, j'avais écrit, je me souviens, un article en disant si on ne s'attaque pas à la dépense publique, nous nous réveillerons d'ici quelques années avec un énorme problème de dette publique. C'est ce qui s'est passé. En fait, il faut... Pascal Richer. Si vous regardez ce qui a augmenté en France dans les dépenses publiques, c'est pas l'administration, c'est pas les dépenses d'administration. On est à 12% du PIB depuis des décennies. La durée de vie. Et on est à peu près au niveau des autres pays, en termes de le coût de la bureaucratie elle-même, la masse salariale des fonctionnaires, etc. Ce qui a augmenté, c'est les subventions, et notamment les aides aux entreprises qui ont explosé, d'une part, et la redistribution, c'est vrai, parce qu'on est un pays qui a décidé d'avoir une société plus égalitaire, et donc qui fait de la redistribution. Donc ça n'est pas structurel, vous dites? Oui, enfin, je veux dire, on peut gagner, je suis d'accord avec monsieur, on peut gagner un petit peu en efficacité, on peut réformer le millefeuille, il y a des choses à faire, mais il ne faut pas non plus espérer des dizaines et des dizaines de milliards par la réforme de la bureaucratie elle-même. C'est surtout que si on devait lancer cette fameuse réforme de l'État, c'est-à-dire regarder de haut en bas où va l'argent, ce qui est en trop, ce qui ne sert à rien, les doublons. Michel Barnier a donné quelques exemples, mais c'était des exemples minuscules. Je pense que si on regardait ça vraiment de façon sérieuse et définitivement attentive, on économiserait de l'argent. Le problème, c'est que ça prendra des années avant de produire des économies. Et je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron avait promis une grande réforme de l'État. Il n'a pas commencé le début du quart, du dixième de cette réforme. Autrement dit, on en est au même point, sauf qu'entre-temps, on a rajouté des étages au millefeuille, des structures par-ci, des comités par-là. Donc on a fait l'inverse. On a alourdi la machine encore un peu plus. Juste un petit mot. Je voudrais poser la question quand même. Benjamin, je vous donne la parole. La Suisse, l'Allemagne ont moins de dépenses publiques que nous, ont un État social plus fort, n'est-ce pas ? Beaucoup plus d'insertion. Donc, ce qui veut dire moins de dépenses sociales, c'est mieux gérer l'État. Deuxièmement, il y a un autre facteur qu'on n'a pas vu, n'est-ce pas ? C'est que nous avons 3% de déficit automatique lié au système des retraites, tout simplement parce que nous avons insuffisamment d'activité et insuffisamment de travail au niveau des seniors. Et que les retraités vivent plus longtemps, donc il faut verser les retraites plus longtemps. Benjamin Corrière. Non, mais quand on fait des comparaisons, il faut les faire jusqu'au bout. Bon, l'Allemagne n'a pas d'enfants. Bon, nous, on en a. Il faut regretter ça. Moins, donc ça on coûte. n'en a pas beaucoup. Donc ça coûte. Non, on en a beaucoup plus que l'Allemagne. C'est incomparable. Bon, la Suisse a été le repère de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent pendant 50 ans. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Bon, bien sûr que non. Bien, donc on ne peut pas comparer des choses incomparables. Alors, monsieur voudrait toucher à... Non, mais c'est vrai que c'est très Je parlais de la politique sociale, pas de la fraude, mais justement, pas des dépôts dans les banques. Vous voulez toucher à la dépense fiscale. J'aime votre passion. Vous voulez toucher à la... Non, mais parce que vraiment... Bon, il se trouve que je suis économiste atterré, mais parce qu'il y a des choses qui vraiment, comment dire, ne me laissent pas indifférent. Ah, clairement. Donc, ça se voit. Bien. La dépense fiscale, l'ensemble simplement de ce qui est donné sous forme d'exonération de cotisation, c'est 78 milliards d'euros. C'est sur les bas salaires. On va me dire que là, il n'y a rien à prendre. Je veux dire, de quoi on parle? Vous parlez des exonérations sur les bas salaires?
Jusqu'à 3 SMIC,2, ça va. Benjamin, vous parlez de quelle exonération Des exonérations qui, au départ, ont touché le SMIC et qui, maintenant, arrivent à 3,2. Le CICE... Et vous dites ça ne crée pas d'emploi. Le CICE, qui était exceptionnel, vous vous rappelez, a été absolument pérennisé. Bien. C'est un crédit d'impôt d'aide aux entreprises. Mais oui, mais ça ne crée pas d'emploi pour vous? Donc moi aussi, je suis pour toucher à la dépense fiscale. Et en particulier, sur toute une série de niches fiscales relatives, par exemple, au pacte d'Utreil, concernant théoriquement la transmission d'entreprise, mais qui permet de transmettre ça, à mon avis, purement et celle-là simplement va peut-être pas durer très longtemps, si. Je crois. Si vous lisez les journaux économiques qui ont le même point de vue que monsieur, il faut surtout toucher à rien. Pour revenir aux allègements. Il faut toucher à la sécurité sociale. Il ne faut surtout pas toucher au pacte d'Utreil qui permet la transmission des héritages sans payer. Oui. Il ne faut surtout pas toucher aux 78 milliards de subventions, y compris pour des salaires à 3,2 SMIC. Dans quel pays on est là? Non, je vais être d'accord avec monsieur sur les allègements de charges sociales. C'est à noter, parce que comme lui, je pense qu'il faudrait revenir à la philosophie de Balladur, c'est-à-dire la baisse des cotisations sociales, et il a raison de pointer cela, la baisse des cotisations sociales vise à réduire le coût du travail. Or, nous avons ensuite utilisé la baisse des cotisations sociales pour distribuer du pouvoir d'achat, et pour distribuer du pouvoir d'achat en montant éventuellement dans l'échelle sociale. Et ça, je ne crois pas que ce soit l'objet de la finance publique. L'objet, le marché du travail, l'argent donné, c'était pas aux salariés. De 1,5 SMIC et au niveau de 3 SMIC, ça marche très bien, n'est-ce pas? Et donc, on peut laisser le marché du travail fonctionner. C'est au niveau du SMIC qu'il faut faire très attention, de façon à ne pas sortir les personnes du marché du travail. En outre, on peut la réviser aujourd'hui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ce que l'on voit, c'est que ce n'est plus le travail peu qualifié qui est menacé, c'est le travail moyennement qualifié. Donc, il faut que nous repensions aussi notre politique à cet égard. Avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas s'ils en sont là, avec ce budget de Michel Barnier. Je pense que ce n'est pas encore le sujet, ça demanderait plus de travail. Exactement le sujet. Un mot, on va écouter tout de même Gabriel Attal, parce qu'on le disait au début de cette émission, qu'il est tout de même, il montre un peu les muscles face à Michel Barnier. On va l'écouter. La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. Trop d'impôts. Oui, oui. Non, mais c'est étonnant. On a l'impression qu'il est tout jeune en politique, alors qu'il est l'héritier d'une politique qu'il entendait continuer, qui consistait à baisser l'impôt, la fiscalité sur les entreprises et à augmenter celle sur les salariés. Sa dernière trouvaille, c'était, en pleine période de remontée du chômage, de baisser les allocations chômage. Et il se plaint de ce que le gouvernement Barnier ne veut pas faire ça. Alors que lui-même, alors qu'il était au pouvoir, l'a mis de côté en se disant « Oh, c'est peut-être pas le moment ». Et maintenant, il nous fait ce numéro. Pascal il y a vraiment un problème. Justement, il faut quand même pouvoir le vendre, la hausse des impôts, parce que, comme vous dites, souvent, ça n'est pas temporaire. Souvent, et quand on dit qu'on taxe les plus riches, c'est très rarement que les plus riches, ça descend quand même assez vite, donc ça n'est quand même pas très populaire au final. Il faut aussi voir ça, la popularité de la mesure. L'austérité, quelle qu'elle soit, n'est pas populaire. Quand vous baissez des dépenses, c'est pas populaire. Quand vous gelez les augmentations des retraités, ce n'est pas populaire. Quand vous supprimez des fonctionnaires, enfin pas les fonctionnaires, là vous parlez que de la dépense, mais sur les impôts. Mais oui, mais non, mais l'austérité est impopulaire des deux côtés. Je veux dire, sur les impôts, là, il se trouve que Barnier essaye de cibler plutôt effectivement les grosses entreprises, les 0,3% les plus riches, etc. On n'est pas encore descendu au niveau de la TVA ou d'impôts avec une assiette beaucoup plus large. CSG, etc. En général, les impôts qu'on mobilise dans ces cas-là quand on a besoin de 60 milliards. Allez, je voulais simplement peut-être ajouter une note plus optimiste, paradoxalement. On est dans une situation extrêmement difficile économiquement, extrêmement difficile financièrement, et devant une situation politique qu'on n'a jamais connue, avec une Assemblée nationale fracturée, qui n'arrivera pas à trouver de majorité pour ni contre, et il est vraisemblablement imaginable que le budget va faire comme l'année dernière, il va passer à coup de 49-3. Il y en a eu plus de 20 l'année dernière. Donc sans vote, pour expliquer. Oui, sans vote. Le gouvernement décidera de mettre des 49-3 sur tous les volets du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas dans cette conversation, c'est que Michel Barnier, il a pour atout
de n'avoir plus de carrière, de n'avoir rien à jouer et d'avoir les Français avec lui. Parce que quand on regarde bien les sondages d'opinion, les Français l'aiment bien, respectent son courage, respectent son, j'allais dire, sa courtoisie, respectent son entêtement. Et ça peut être la clé. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur une opinion publique qui est plutôt favorable à ce que quelqu'un, enfin, parle clair, parle normalement, ne parle pas trop et peut-être prenne des décisions dont les Français imaginaient qu'elles devaient un jour être prises. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'ils imaginaient que tout d'un coup, on avait passé à un budget de rigueur aussi rapidement? Peut-être pas, mais peut-être qu'ils voyaient bien qu'on vivait sur un train de vie un peu démesuré par rapport à nos moyens. Peut-être qu'ils le sentaient. Vous êtes d'accord, Philippe? Oui, non, ça je suis d'accord. De fait, la capacité de négociation de Michel Barnier, car c'était ça qui allait, je ne sais pas si ce budget représente ce qu'il a dans sa tête. N'est-ce pas ? On peut, par exemple, de ce point de vue, le programme du nouveau Front populaire n'est pas comparable au budget. Le programme du nouveau Front populaire, c'est une gauche radicale qui propose un programme qui lui plaît. Là, je ne sais pas si tout lui plaît, mais c'est quelque chose qu'il a négocié et dont il pense qu'il pourra avoir une majorité. Et c'est en ce sens que je disais dès le départ, l'économiste doit aussi être modéré. Il doit être modeste. Enfin, une majorité. Il n'aura pas de majorité. Oui. C'est ça. Il n'aura pas de majorité. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas plus. Il n'y aura pas de motion de censure. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le budget génial, mais en même temps, l'économiste, au nom de l'économie politique, ne peut pas condamner ce budget parce que c'est un budget de fortune. Benjamin Corrier, en tout cas, la gauche ne le votera pas. Et on se dit, c'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même... Il est un peu à gauche, ce budget. Il n'est pas autant à gauche que le nouveau Front populaire. Mais comme vous dites, il n'y a plus de tabou sur les impôts. Le nouveau Front populaire, il a son programme. On en pense qu'on en pense. Moi, je suis pas... Je le défends. Mais je ne suis pas fanatique de chacune des mesures. Voilà, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vote. Moi, si vous m'interrogez personnellement comme économiste, ce que je trouve, je l'ai déjà dit, je le répète, ce que je trouve positif, c'est que c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. C'est la fin de la doxa. Donc on va pouvoir recommencer à discuter sérieusement d'économie. Voilà, c'est ça que j'attribue à Michel Barnier, c'est que seule une personnalité de droite pouvait sonner le réveil de la fin de la doxa. Donc là, vous rejoignez vraiment Virginie Leguet en disant peut-être qu'il va y arriver. Mais moi, je dis qu'il va y arriver pour de mauvaises raisons. Mais c'est fait. C'est la fin de la doxa. C'est fait. Moi, je ne me prononce pas sur un terrain économique. Je dis qu'il va y arriver pour de mauvaises raisons politiques. Non, bien sûr. Non, mais je pense que la hausse de la fiscalité n'a jamais créé ni emploi ni investissement et qu'elle ne le créera pas. On n'est pas d'accord. Mais voilà. Merci. On n'est pas d'accord. Benjamin Corrier, Philippe Prénard, Virginie Leguet, Pascal Richet. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat qui était vif. Ce sont des jeunes hommes passionnés. Et passionnants. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le débat sur les réseaux sociaux également en podcast. Restez avec nous.